The Conversation France. Banlieue, quartier, cité. En France, ces mots ont trop souvent une connotation négative. Ce que l'État français nomme depuis 2018 les quartiers prioritaires de la politique de la ville regroupe 5,4 millions d'habitants, dont 40% ont moins de 25 ans. Mais qu'est-ce qu'un quartier ? En 2017, un groupe de chercheurs s'est associé à 120 jeunes de plusieurs quartiers franciliens pour une recherche participative nommée Pop Art, portée par l'Université Paris-Nanterre. Je suis Cléa Chakraverty et vous écoutez Jeunes de quartier, un podcast produit par The Conversation. Le regard médiatique porté sur les quartiers populaires enchaîne les clichés. De la beurette des années 80 à la femme voilée, puis aux jeunes à capuche ou aux bandes violentes, les représentations sont souvent biaisées, si ce n'est parfois ouvertement racistes. Pourtant, de nombreuses voix émergent, notamment aujourd'hui, pour se réapproprier l'image de ces quartiers. Pour en parler avec nous, dans Jeunes de quartier, nous recevons aujourd'hui Hachimia Ibouroua. Vous êtes originaire de Pantin, vous avez 22 ans et vous êtes étudiante en master Images et Société à l'Université Paris-Saclay. Vous suivez aussi des jeunes de lycée dans leur processus de création théâtrale et vous avez donc participé à la recherche Pop Art portée par une ANR et l'Université Paris-Nanterre. Avec nous également Jeanne Demoulin, vous êtes chercheuse en sciences de l'éducation à Paris-Nanterre au labo CREF, équipe crise, école, terrain sensible. Et vous avez co-coordonné le projet de recherche participative. Alors avec toutes les deux aujourd'hui, on va prendre un petit peu de temps pour discuter de ces questions de représentation, de l'image de soi. Alors avant de vous laisser la parole, néanmoins, j'aimerais qu'on écoute un extrait d'un très beau documentaire que vous avez réalisé, Hachimia Ibouroua. Donc ce documentaire, je crois, vous l'avez réalisé entre 2018 et 2020. Et il se nomme « Admire ma peau noire ». On en écoute un extrait. Alors, moi, c'est Birti Aline, alias Bibi. J'ai 20 ans, je suis d'origine haïtienne. Mes parents sont haïtiens, dominicains, etc. Donc, du coup, caribéenne. Je suis née en Guyane, française. Et je vis sur Pantin. Khadija, j'ai 23 ans. Je suis étudiante en master stratégie commerciale et marketing relationnel. Je vis à Paris, dans le 19e. Et voilà. Manchita Wassa. Manchita, c'est mon prénom, parce qu'on confond souvent. J'ai 24 ans, j'habite à Pantin, plus exactement au Quatre-Chemins, donc c'est un quartier dans le sud de Pantin. J'ai toujours vécu là, voilà, une vraie pantinoise. Et je suis originaire du Mali. J'ai ma grand-mère qui était sénégalaise, donc je suis un petit peu sénégalaise. Mais je suis originaire du Mali, voilà. Alors Hachimia, moi j'aimerais bien vous entendre sur ce documentaire. Pourquoi l'avoir réalisé ? Dans quel contexte ? À quelles questions il faisait écho pour vous ? Alors du coup, ce documentaire, je l'ai réalisé avec Pauline Portefait, qui nous accompagnait aussi durant le projet Pop Art et qui était étudiante. Donc ce film met en avant des jeunes filles noires de quartiers populaires qui témoignent sur des sujets qui les touchent, tels que les discriminations, leur place dans la culture. Et le but de ce documentaire, et on le ressent, je pense, c'est de montrer qu'on est toutes différentes, avec des ambitions différentes, avec des opinions différentes. Quelles sont les notions que vous avez abordées avec les jeunes filles de votre film à vous, donc Admire ma peau noire ? Quelles sont les notions qui ont émergé, les débats, les réflexions que ça a pu susciter avec vos amis, ou en tout cas vos collègues? Il faut savoir, c'est que ces questions, on se les posait même avant le film. C'est des amis, donc on a eu à plusieurs reprises des moments où on discutait de ces thèmes, que ce soit les problèmes de discrimination, les problèmes liés aux notions bounty. Dans le film, elle explique. Donc c'est un passage que je n'ai pas gardé, parce qu'on a eu quand même, par personne, j'ai eu une heure de rush. Et dans le passage Bounty, Manchita explique que c'est l'idée d'une femme noire, mais qu'à l'extérieur, on l'aperçoit comme une blanche, parce qu'elle va faire du théâtre, par exemple, ou parce qu'elle va aller dans des endroits qui sont, entre guillemets, réservés, en tout cas, par des blancs. Et c'est un peu l'idée de la notion de Bounty qui est critiquée. Je me souviens que Bibi explique qu'elle ne comprenait pas ces notions, qu'elle trouvait ça dommage
parce que c'est aussi utilisé par nous, notre communauté de noirs, de jeunes femmes noires, on l'utilise entre nous. Beaucoup moins, en tout cas moi je l'entends beaucoup moins, mais c'était des notions qui étaient utilisées et du coup ça crée une stigmatisation même, je sais pas si on peut parler de stigmatisation, mais qu'on crée aussi on se critiquait entre nous à travers ces notions qui n'étaient pas du tout justes, enfin pour ma part. Une question que je voulais vous poser, c'était notamment sur la thématique du voile qui revient dans le film Admire ma peau noire. Il y a l'une de vos invitées qui parle de son voile. Et on sent que c'est très complexe, le fait de porter ou pas, le rapport à la famille, le rapport au quartier, l'image que ça renvoie aussi. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot ? Oui, alors pour moi déjà c'était quasiment obligatoire pour moi de mettre en avant cette question du voile parce qu'elle est omniprésente dans les médias et même dans les conversations. Du coup, la jeune fille avec qui je fais l'entretien, c'est ma cousine, donc on se connaît assez bien. Elle parle du voile, elle explique l'impact que ça a dans sa vie. Et j'avais envie de mettre en avant parce que je sais que dans ma communauté, qui est la communauté comorienne, on est un gros pourcentage de musulmans pratiquants. Et pourtant, même le voile est perçu de manière un peu négative. Et c'est pour moi un problème, et c'est aussi un problème pour la jeune fille. J'avais quand même un peu, pas peur, mais je me suis dit ça va être compliqué, comment ce passage sur le voile va être reçu par la communauté. Et j'appréhendais un peu ce passage, et j'en ai discuté avec elle pour savoir si elle avait vraiment envie de laisser ce passage dans le film. Et elle m'a expliqué que oui, parce que c'était la réalité, et qu'à partir de là, c'était important que ça soit vu. Mais du coup, je lui explique que je lui ai posé quand même plusieurs fois la question, est-ce que tu veux vraiment garder ce passage ? Parce que c'est quand même délicat. Mais je suis trop contente de l'avoir laissé parce que le jour de la projection, j'ai vu qu'il y a beaucoup de personnes qui ont rigolé de manière à dire que bah oui, c'est évident parce que même dans des lieux où le port du voile est autorisé, elle fait face aussi à des discriminations et à des regards comme si elle n'avait pas le droit de porter ce voile. Et c'est quelque chose qui, pour moi, est important de montrer et de mettre en avant parce que j'ai jusqu'à présent pas vu ce genre de sujet. Quand on parle d'image, j'ai pas vu ce genre de sujet à la télévision où on met en avant une jeune fille de banlieue qui parle de son voile. Et ça, c'est pas présent. Et je trouvais ça intéressant de le mettre. Merci beaucoup, et surtout une jeune fille qui en parle et qui explique aussi la complexité que ça peut poser au sein de sa propre communauté. C'est des paroles qui sont assez rares, en fait. Alors justement, sur la rareté de ce type de paroles, d'images, de représentations, j'ai envie de vous demander à vous, Jeanne, comment est-ce que justement ce type de production vient proposer une autre chose par rapport aux stéréotypes qu'on entend régulièrement sur les quartiers populaires ? Déjà, ce qui est important, c'est que c'est une production par une jeune d'un quartier populaire. Alors, on peut remettre en cause cette notion de quartier populaire. Nous, c'est le terme qu'on a utilisé. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que c'est produit par une personne qui habite avec, comme l'a dit Hachimia, ses amis, ses personnes de sa famille, etc. Et que donc, ça permet à ces personnes de prendre la parole et pas seulement d'être parlées par d'autres médias, comme on l'entend souvent. Ce qui est problématique, c'est à quel point l'image est homogène, standardisée, à quel point il y a donc, où il y aurait un jeune, parce que souvent c'est un garçon, des quartiers avec sa capuche, comme vous le disiez en introduction, qui traîne en bas des tours, etc. Et là, on voit que l'image est beaucoup plus complexe. On voit bien dans le film d'Hachimia qu'il y a des désaccords. C'est vraiment fondamental en fait, puisque les jeunes avec qui on a travaillé nous ont bien montré à quel point ces stigmatisations avaient des retombées très fortes dans leur vie quotidienne. Donc, soit par exemple quand ils vont en vacances donc sur un autre territoire et qu'ils disent qu'ils viennent de Seine-Saint-Denis au hasard et que tout de suite on les regarde bizarrement. Voilà, il y a un jeune qui disait voilà, tout de suite ça c'est un problème. Je dis que je viens de Seine-Saint-Denis, je vois tout de suite qu'il y a un problème. Donc là c'est pour les vacances, mais c'est bien sûr aussi dans les parcours scolaires, dans les trajectoires scolaires, donc qui sont bien sûr fortement impactés par la question du voile pour les jeunes filles voilées. On aura peut-être l'occasion d'y revenir. Mais aussi par les processus de sélection qui sont de plus en plus nombreux aujourd'hui, donc comme Parcoursup, qu'on connaît bien, où des jeunes vont expliquer que parce qu'ils viennent de tel lycée, leur dossier va être moins bien regardé parce qu'ils font face du coup à une stigmatisation territoriale. Même si le lycée est très bien classé dans les faits, la représentation de ce lycée fait qu'ils seront moins bien vus.
Et c'est la même chose, bien sûr, au travail aussi, où un grand nombre subissent des discriminations lors de leur arrivée au travail, alors même qu'ils ont tous les diplômes nécessaires et les compétences comme n'importe quelle autre personne pour occuper le travail qu'on leur demande d'occuper, quoi. Il y a une question qui se posait, parce que dans la recherche participative que vous avez menée, il y a donc différentes capsules vidéo. On voit certaines capsules qui font référence aux réseaux sociaux. Donc on peut imaginer que peut-être avec l'affluence des réseaux sociaux, l'image peut changer, que les gens peuvent se réapproprier leurs images. Est-ce que dans les faits, dans la recherche que vous avez menée, est-ce que c'est quelque chose que vous voyez apparaître, et aussi quel type de réappropriation, si ce n'est pas par les réseaux sociaux, a pu émerger dans vos observations et vos enquêtes? Mais nous, on s'est intéressé à ce que disaient les jeunes de l'usage qu'ils faisaient des réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait d'études systématiques sur est-ce que ça porte ses fruits, effectivement. Mais par contre, ce qui a été raconté à plusieurs reprises, c'est quand même que les réseaux sociaux permettent de choisir l'information. Alors choisir, on sait très bien que c'est relatif parce que les algorithmes choisissent pour nous ce qu'on voit sur les réseaux, etc. Il n'empêche qu'en utilisant les réseaux sociaux, les jeunes disaient qu'ils pouvaient partager eux-mêmes des informations, des vidéos, des images, des textes, et réagir, commenter et donc participer à la production de l'information. Et donc notamment faire voir des actualités qui n'avaient pas forcément leur place, encore une fois, dans les médias dominants, donc au hasard, les violences policières, des différentes versions des faits autour d'émeutes ou de violences, enfin d'émeutes vu que c'était ce mot-là qui était souvent employé dans les médias. Et voilà, ça permettait sinon de complexifier le discours, au moins de donner différents points de vue. Et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, avec l'idée de sortir de cette catégorie très homogène. Hachimia, est-ce que vous avez aussi vu cette évolution, puisque la recherche était sur plusieurs années, notamment dans la parole de vos amis, des personnes que vous avez pu côtoyer, la façon dont les personnes ont pu peut-être se réapproprier justement leur image, les représentations dans les médias, peut-être participer à des nouveaux médias aussi, à créer ses propres médias? Alors oui, parce que j'étais quand même au lycée, donc il y a eu des rencontres que j'ai faites et qui m'ont permis de voir que à partir du projet Pop Art, où il y a eu des débats entre jeunes, et on était tous d'accord pour dire qu'il fallait changer les choses, qu'on avait envie de montrer notre image des banlieues, on était tous en accord avec ça. Mais après, dans l'action, comment faire pour que ça change, comme dans l'extrait de Bibi qui dit « Je veux pousser mes frères et sœurs à aller au théâtre, mais comment on fait pour les emmener ?» Ce qui m'a impacté, c'est le jour de la projection du film à l'Université de Nanterre, où après la projection du film, il y avait beaucoup de jeunes, dont une partie qui était de Corbeil-Essonnes, qui avait, à la fin du film, été enthousiastes et ils se sont dit « Oui, j'ai envie de moi aussi réaliser un documentaire, parler de ce qu'on vit, etc. » Il y avait plusieurs garçons qui avaient envie de prendre le relais, on va dire, et de aussi montrer notre image de la banlieue grâce au film. Donc oui, il y a une évolution entre la conscientiser, vouloir changer les choses et changer les choses grâce aux nouvelles images qu'on donne de nous, grâce au projet, grâce à ce genre d'initiative. Jeanne, vous aussi, vous avez participé, en tout cas, vous avez vu émerger des productions, notamment théâtrales, qui ont fait suite au projet Pop Art. Est-ce que c'est des choses qui ont essaimé dans les différents quartiers sur lesquels vous avez travaillé ? La première forme de diffusion, c'est déjà les textes qui ont été écrits par les jeunes et qu'on retrouve dans le livre, puisque ça donnait la parole aussi d'une autre manière, en montrant qu'on peut... c'est pas parce qu'on est jeune d'un quartier qu'on n'est pas capable d'écrire. Et donc, nous, ça a permis aussi d'aller jusqu'au bout, c'est-à-dire de diffuser ces idées, de discuter de ces idées lors de débats, mais aussi de les écrire et du coup d'élaborer davantage une analyse des situations. Donc, du coup, il y a ces textes, il y a le livre, et à partir des textes écrits par les jeunes, effectivement, il y a une pièce de théâtre qui a été montée par le Kijel Théâtre. Alors, dans l'idée, c'était une pièce de théâtre qui devait au départ être jouée par des jeunes du projet. Mais comme on a fait face à la crise sanitaire et au confinement successif, c'est des acteurs semi-professionnels qui sont issus aussi de quartiers populaires qui jouent dans cette pièce. Voilà, donc c'est en fait une forme
dépossession aussi du discours, puisque finalement, c'est pas les jeunes qui ont écrit les textes qui le mettent en scène, et puis c'est la compagnie de théâtre qui a elle-même choisi comment elle le mettait en scène, etc. Mais quand cette pièce a été montrée aux participants, a priori, elle a plutôt séduit. Elle semble bien correspondre à ce qu'ils voulaient mettre en scène, et ça nous donne aussi un autre outil pour en parler plus largement, pour diffuser plus largement ces discours. C'est intéressant parce que ça fait écho à quelque chose que vous avez dit tout à l'heure à Chimia, c'est le théâtre, en fait, cet outil-là. Et j'aimerais bien qu'on réécoute un extrait, justement, où on entend Bibi parler de ce lieu culturel très vanté, très apprécié en France. Alors moi, je me permets d'aller dans des lieux où... non, mais moi, je me permets d'aller partout, de toute façon. La France, je pense que la France appartient à tout le monde. Moi, je me permets d'aller dans des lieux où on ne voit pas forcément de personnes de couleur ou peu importe, mais moi peu importe, moi s'il faut aller dans un quartier populaire de Paris ou un quartier huppé de Paris, moi je me permets d'y aller en fait. Je pense que ça appartient à tout le monde, c'est pas un tel, il y a un tel, parce que je suis noire, que j'ai pas le droit d'aller dans tel endroit, tel endroit. Non, je me permets, je m'impose carrément. On me regarde bizarrement, oui, et comme on dit, voilà, moi j'aime bien ma couleur de peau, pour rien au monde je la changerais. Parce que je suis noire, que je peux pas aller, je sais pas moi, je peux pas aller aux Champs-Élysées, aller dans un resto huppé des Champs-Élysées parce que je suis noire, n'importe quoi. Non, je me permets, je m'impose carrément. Regarde-moi, admire-moi, admire ma beauté, admire ma brown skin. Non, je me permets. Donc du coup, moi je suis pas contrée par rapport avec ma famille, non. Au contraire, moi je les booste. Et si vous avez peur d'un endroit où, parce que moi mes frères et soeurs ils disent nous on n'a pas envie d'aller à tel endroit parce qu'il y a que des blancs. C'est moi je leur dis allez-y, allez vous imposer. Chimia, je voudrais revenir avec vous sur cet extrait qui est, à mon sens, très représentatif aussi de tout le travail que vous menez sur la place, sur la légitimité, en fait. Quand on vient d'un quartier populaire, voilà, certains ne sont peut-être pas légitimes d'aller dans certains lieux. Quelle a été votre réflexion suite à cet enregistrement ? Et voilà, comment voyez-vous aujourd'hui la place justement des gens des quartiers populaires dans ces lieux, dans ces productions un peu qui peuvent sembler un peu élitistes parfois ? Est-ce que ça peut changer selon vous ? Alors, cette année, du coup, comme je l'expliquais, je suis des jeunes lycéens du lycée de Drancy. J'essaie de comprendre le lien qu'ils créent avec le théâtre à travers le processus de création d'un spectacle, parce que ces jeunes vont participer à un festival qui s'appelle le Festival des écoles, qui est organisé par la Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis. Et du coup, j'avais envie de comprendre comment ils créent le lien avec la scène, comment ils créent tous un lien entre eux à travers les travaux de groupe, etc. Ces questions-là, je les ai depuis plusieurs années parce que j'ai grandi en étant passionnée de théâtre. Aller au théâtre, c'est quelque chose d'assez naturel. Je me suis toujours sentie à l'aise dans un théâtre, même sur scène, en jouant, ça n'a jamais posé de problème. Mais je sais que ce n'est pas forcément le cas des jeunes qui m'entourent. La question principale, c'est d'expliquer pourquoi il y a cette distance entre les jeunes de quartier populaire et le théâtre. Pourquoi cette distance est créée. Et j'ai des premières réponses, grâce à mon mémoire, etc., j'ai des premières réponses. Et aussi quelque chose qui ressort beaucoup des interviews que j'ai pu faire, c'est l'idée que les acteurs noirs, les personnages noirs sur scène vont être aussi stigmatisés, vont tous soit créer un lien avec leur situation, leur environnement social ou leur environnement culturel. Il y aura toujours un lien avec soit l'endroit d'où ils viennent ou soit leur couleur de peau. Et du coup, j'avais envie de me dire, mais en fait, il y a d'autres histoires, il y a d'autres parcours, il y a des acteurs qui peuvent jouer, je sais pas moi, enfin n'importe quoi. Pourquoi forcément toujours en lien avec la couleur de peau ou l'origine sociale, enfin l'origine géographique. Et j'avais envie d'essayer de comprendre pourquoi et comment ça peut changer. En ce moment, je me rends compte que le rôle du professeur est très important et le regard que porte le professeur sur le groupe, sur comment il s'investit, comment il décide de suivre un jeune qui va avoir des difficultés au départ. J'ai vu qu'il y avait un jeune garçon qui est incroyable, qui joue super bien. C'est sa première année de pratique théâtrale. Malheureusement, à côté de ça, c'est compliqué pour lui de suivre un cours, c'est compliqué pour lui d'être investi dans le groupe et dans les cours à côté. Et du coup, j'ai vu que la professeure qui le suit va le mettre à l'écart par rapport au fait qu'il est compliqué en cours. Parce que c'est une prof de France, de littérature et de théâtre. Du coup, et
Et je vois que ça l'impacte aussi. Et oui, c'est pour dire que le rôle du professeur est très, très important et le regard qu'il porte sur ses élèves aussi. Et si l'élève sent qu'on a confiance en ce qu'il peut donner, sur scène ou en dehors, il va se sentir encore plus investi, il va vouloir s'améliorer. Et au contraire, si on abandonne, il va abandonner aussi. Ce qui se retrouve beaucoup dans les trajectoires, qui est plus ou moins mis en avant, mais qui est présent dans toutes les trajectoires, c'est l'impact de ce qu'on appelle les tiers, alors que ce soit la famille, les professeurs, parce qu'il y a aussi beaucoup le rôle de la famille, et à quel point ces personnes-là vont influencer les trajectoires dans un sens d'encouragement ou au contraire de dévalorisation et amener à des bifurcations non désirées. Alors on n'a rien montré de nouveau par rapport à ce qui avait déjà pu être écrit, mais on voit à quel point c'est systématique et à quel point encore aujourd'hui des jeunes de quartier qui ont toutes les compétences pour faire des études et les études qu'ils souhaitent sont en fait très vite réorientés vers des filières qu'ils nomment eux-mêmes des filières poubelles dans lesquelles ils n'ont pas envie d'aller et qui les coincent un peu dans une trajectoire qui ne voudrait pas, quoi. Hachimia, vous avez mentionné tout à l'heure le fait que souvent les personnages sont stigmatisés, qu'on retrouve un peu des références un peu clichés parfois dans les productions théâtrales. Il me semble que ça implique aussi la question de vers quoi on tend, vers quel type de personnage on voit toujours ressurgir, et aussi peut-être potentiellement les modèles finalement qui sont évoqués ou qui servent de référence aussi bien dans les productions médiatiques, culturelles, mais aussi peut-être pour les jeunes eux-mêmes. J'aimerais bien qu'on en profite pour écouter un court extrait à nouveau de votre film Admire ma peau noire. Il s'agit de votre amie Manchita Wassa qui parle des modèles qui sont importants pour elle. Je prends ce qu'il y a à prendre et tout, mais j'ai pas de modèle. Et le seul modèle que j'ai, c'est ma mère. Très sincèrement, c'est ma mère. Ma mère, c'est une femme tellement forte. Elle a traversé tellement de choses dans sa vie que je me dis, en fait, je me dis que il y a personne qui lui arrive à sa cheville, mais vraiment, c'est une femme trop forte, trop forte. Elle a vécu tellement de choses, elle a surmonté, et à l'heure actuelle, elle va bien, voilà, non, mais c'est ma mère, c'est ma mère. Après, il y a d'autres femmes noires, voilà, qui ont fait l'histoire, ce genre de choses, qui ont été pas des modèles, mais c'était des bonnes inspirations. Moi, j'aime bien dire Christiane Taubira, parce que elle, vraiment, déjà, c'est une femme que j'ai vue, qui est réelle, qui est toujours là, hein, on va dire ça comme ça, qui a fait partie du gouvernement, qui a vu les défauts, qui est partie, et elle s'est énormément battue pour la communauté, et cette femme, vraiment, je la respecte, parce que elle a été très présente et force à elle, vraiment. Donc on l'entend bien ici, là, et c'est ce que vous disiez également, Jeanne, les tiers, donc ça peut être la famille, des modèles familiaux forts, ça peut être aussi des modèles plus des célébrités aussi. Est-ce que vous pouvez peut-être nous en dire un mot, Hachimia et Jeanne, toutes les deux, sur l'importance de trouver des modèles qui correspondent aussi aux ambitions des jeunes, en fait? Mais oui, du coup, moi je parlais du théâtre, j'ai pas eu de modèle de comédienne noire française. Ça peut remettre en question notre légitimité à être présente. J'ai une amie qui est au cours Florent, qui est d'origine turque, qui m'a expliqué lors d'une interview qu'elle avait aussi du mal à se voir sur scène alors qu'elle est passionnée parce qu'elle ne voit pas de comédien turc sur la scène française. Oui, c'est important parce que comme l'image de la femme qu'on nous donne, elle est comme dans un bloc, elle est déjà construite et on a du mal à sortir du coup de cette représentation, alors qu'on a envie, mais on se dit, est-ce que c'est vraiment possible de le faire? Est-ce que vraiment on va réussir? Parce que personne d'autre avant nous n'a pu le faire. Jeanne, peut-être un regard sur cette question de l'importance des modèles, la place qu'ils ont en particulier, peut-être les liens aussi qui existent avec les trajectoires personnelles, justement. En complément de ce que vient de dire Hachimia, je pense que pour les filles comme pour les garçons, il y a des difficultés à se projeter dans des modèles de réussite
au sens de ce qu'on entend dans le sens commun par réussite, puisqu'ils sont assez peu présents dans certains domaines. Donc on en a parlé largement, le théâtre notamment. À contrario, il y a des secteurs dans lesquels c'est beaucoup plus facile de se projeter, typiquement le foot. Et donc dans la recherche qu'on a menée, c'était des modèles ou alors pas forcément des modèles parce que ça a été discuté aussi, mais des personnages des personnes qu'on peut admirer en tout cas. C'est beaucoup revenu dans le foot chez les filles comme chez les garçons. C'est des modèles aussi de footballeurs, surtout de footballeurs d'ailleurs, plus que de footballeuses, mais qui ont fait gagner des équipes, et en particulier qui ont fait gagner des équipes des pays dont sont eux-mêmes issus les jeunes ou dont sont issus leurs parents, et qui produisent à un moment un renversement aussi des hiérarchies coloniales, puisqu'à un moment il y a une victoire qui se produit. Ça a été aussi dans le milieu artistique, mais plus du coup dans le milieu de la musique, et puis bon, dans le milieu du rap, du hip-hop, moins dans le milieu de la musique classique, et puis dans le cinéma, mais davantage dans des blockbusters que dans du cinéma d'auteur. Donc encore une fois, voilà, ça rejoint la discussion sur la culture légitime et la culture populaire. Et donc c'est vrai que ce qu'on voit, c'est que c'est difficile de se projeter dans des modèles de culture, dans la culture légitime, puisqu'il y a peu de modèles d'hommes, de femmes racisés vers lesquels s'identifier. Alors, dernière question un peu incontournable, puisque donc on est en 2022, année électorale, année de l'élection présidentielle en particulier. J'ai envie de vous demander, Ashimia, qu'attendez-vous de ce prochain quinquennat ? Quel message vous auriez envie de faire passer ? Alors, je souhaiterais voir dans les programmes une plus grande place de la démocratisation de la culture et démocratiser certaines cultures. Voilà, déjà une plus grande place de la culture, et aussi améliorer la pédagogie dans les lycées, du coup en zone prioritaire, comme on l'a vu tout à l'heure. Je pense que c'est ces 2 points les plus importants pour l'instant. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir répondu à ces quelques questions. Vous écoutez le podcast Jeunes de quartier. J'invite également tous les lecteurs et les auditeurs de Conversation France à retrouver les notices, les vidéos, le travail qui a été effectué avec la recherche participative PopPart sur le site jeunesdequartier.fr. Je rappelle, Jeanne Demoulin, vous êtes chercheuse à Paris-Nanterre, et vous, Ashimia Ibouroua, vous êtes en plein travail de recherche de mémoire sur la question du théâtre, qu'on pourra lire, je l'espère, en ligne. The Conversation France. In Extenso est un podcast de The Conversation. Chaque vendredi, la rédaction donne la parole à la recherche pour mieux comprendre l'actualité. Retrouvez l'ensemble des épisodes d'In Extenso et nos autres séries directement sur theconversation.com dans la rubrique podcast.